Ça y est, la Suisse, c'est la France, point d'interrogation. En tout cas, ça y ressemble, du côté de Lausanne, où la ville a été sous le feu des émeutiers durant 2 jours, suite à la mort dimanche matin du jeune Marvin, 17 ans, décédé dans une course-poursuite avec la police sur un scooter volé. Des événements qui rappellent furieusement la mort d'un autre jeune, Naël, en 2023, et les semaines d'émeutes qui ont suivi en France, ce d'autant que la police lausannoise se trouve dans le même temps accablée par le ministère public pour des échanges de messages racistes, antisémites et sexistes. Alors, comparaison est-elle raison? La police tue, chez nous aussi, ou est-ce la délinquance, notamment chez les jeunes qui montent en puissance? Est-ce un problème purement vaudois, lausannois, un problème de société ou de police? Nos polices, d'ailleurs, sont-elles aujourd'hui formées pour faire face aux nouvelles formes de criminalité? Avons-nous les bons agents sur le terrain, mais aussi, peut-être surtout, les bons politiques pour les guider? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à tous nos invités. Mais où sont les femmes? Ça, c'est vraiment... Donc, bon, pour rétablir, il faut regarder dimanche soir la grande interview de Céline Vara. Une femme seule sous les feux du Point pendant 1 heure de temps. Mais ce soir, effectivement, beaucoup d'hommes. C'est pas faute d'avoir cherché la femme. Le plaisir d'accueillir 2 conseillers communaux lausannois. Elias Panchard, bienvenue. Bonsoir. Gauche-droite. Vous êtes effectivement communal lausannois. C'est ça, c'est juste? C'est ça, absolument. Voilà, c'est ma genevoiserie qui ne sait plus où elle se trouve. Verts, les Verts et les Vertes. Vous êtes aussi président des Verts à Lausanne. Droite, gauche, droite. Bienvenue à vous aussi, Thibaut Chalère, également conseiller communal UDC, vous. Vous êtes également témoin dans ces émeutes, puisque vous avez été molesté dimanche. On verra d'ailleurs les images, puisqu'il y a une vidéo qui a circulé de votre agression. Autre témoin blessé aux yeux aussi, d'ailleurs. Où sont vos lunettes noires, Antoine? Sous la table, Laetitia. J'ai triché un peu, j'ai mis des gouttes anesthésiantes pour supporter les spots de votre plateau. Ouais. C'est bien gentil en tout cas d'être là. Effectivement, vous étiez au cœur des manifs pour couvrir les événements pour les journaux L'Illustré et Blick. Et vous avez donc été blessé par des gaz lacrymogènes dimanche soir aux yeux. Et vous êtes là exceptionnellement pour nous raconter évidemment tout ça et analyser cette situation. Vous êtes donc le chef aujourd'hui de l'actualité, investigation et culture au journal L'Illustré, en charge aussi de la collaboration avec le quotidien digital Blick. Autre municipal genevois, vice-président ad intérim de l'UDC à Genève, Alexandre Chevalier. Bonsoir. Genève, effectivement, Genève qui n'est pas touchée, c'est très étonnant, par ce type d'émeute, alors qu'on dit toujours que Genève, c'est la France. Eh bien non, cette fois, c'est à Lausanne. On va voir si justement on peut élargir cette question ou pas. Philippe Val, notre éditorialiste maison, bienvenue, re-bienvenue Philippe, la rentrée c'est dur. Ça va. C'est dur, mais c'est bon de vous voir. Donc, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Nous allons aussi entendre 2 autres hommes, donc le grand criminologue français Alain Bauer et le nouveau réformateur de la police vaudoise lausannoise, André Duvillard, ancien commandant de la police neuchâteloise et grand spécialiste de la sécurité. Ils ont tous les 2 été retenus à l'étranger pour des raisons de sécurité, justement. Et donc, on les aura en petite interview qu'on pluguera dans l'émission, au cours de l'émission. Et donc, on commence tout de suite par ce débrief, puisque aujourd'hui, c'est la première nuit depuis 3 jours où il n'y a pas d'émeute à Lausanne. C'est effectivement ces événements ont frappé toute la Suisse, pas seulement la Suisse romande. Antoine Hurlimann, justement, débrief. Pour nous, tout a commencé dimanche. J'ai appris qu'un drame s'était joué dans la nuit, qu'un jeune adolescent prénommé Marvin, âgé de 17 ans, avait trouvé la mort après avoir pris la fuite sur un scooter volé à Lausanne, pris en chasse par la police qui avait activé ses feux bleus. Évidemment, on a tout de suite senti le potentiel explosif de cette actualité, puisque quelques semaines auparavant seulement, une préadolescente, Camilla, 14 ans, avait trouvé la mort dans des conditions similaires dans le nord de la ville. Donc on a sorti cette première information sur Blick, la news, le drame, ce décès. Et le soir même, l'émotion, la colère a fait que des émeutes sont déclarées dans le quartier de Prélat à Lausanne, là où ce jeune Marvin avait une bonne partie de son cercle social et où cette Camilla aussi avait des connaissances. Ce qui fait que des jeunes de cet âge-là, entre 14 et 18 ans, ont été directement touchés par ces 2 décès. Ces 2 décès, effectivement, qui se sont passés
à la suite de courses-poursuites. Cette jeune Camilla, effectivement, c'était un rodéo urbain qui s'est fini dans le décor. Comme le cas de Marvin, la police les poursuivait et ils ont perdu apparemment le contrôle de leur véhicule. Est-ce que la police tue aujourd'hui, justement, Thibaut Chalère ? Je pense que non, en tout cas pas dans ces deux cas. Puis dans les deux cas, il s'agit de délit de fuite. Il n'y a aucun contact entre Camilla, Melvin et la police. À chaque fois, la police était loin derrière. Et je ne pense pas qu'on peut mettre la faute sur la police parce qu'elle fait la tâche qu'on lui demande de faire, à savoir faire respecter l'ordre. Et dans ce cas-là, on a un rodéo urbain et une personne qui fuit sur un scooter volé. C'est un risque pour la sécurité publique. C'est un risque pour les autres, ils sont un risque pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça que la police a pour mission de les arrêter quand ils voient ce genre d'acte. Mais ce débordement, effectivement, Yass Panchard, on n'avait jamais vu ça, pas sous cette forme-là, en tout cas de façon récente en Suisse romande. Quelles sont les revendications justement des jeunes qui se sont mis effectivement à casser, à mettre le feu ? Alors c'est un peu tôt pour parler de revendications. Je pense qu'on peut dire principalement, c'est un peu ce slogan pas de justice, pas de paix. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu cette difficulté maintenant de se dire qu'on a un certain nombre de jeunes. Ça a été dit par Antoine Hurlimann. Moi, j'ai des contacts avec la famille de Camilla, donc cette jeune fille de 14 ans qui est décédée il y a quelques semaines au creux de l'été. Donc il y a eu très peu de réactions, sauf de notre part au niveau politique. En fait, ce qu'on a comme vraie difficulté, c'est qu'on mélange la question des rodéos urbains, la question de ces jeunes qui font des wheelings, qui font des figures sur leur moto, qui partent en roue arrière, qui mettent en danger des gens, et des cas où on a des interventions policières. L'enquête prouvera ce qui s'est passé, mais en fait, les agents ne se rendent pas compte que les personnes poursuivies sont mineures, que dans le cas de Camilla, hélas, elle ne portait pas de casque. Et du coup, si on arrive ou si on prouve qu'on a un agent qui remarque ces deux éléments, la question est pourquoi l'agent poursuit, pourquoi est-ce qu'il engage sa sirène, pourquoi est-ce qu'il met les feux bleus, à quelle distance, à quelle vitesse est-ce qu'il poursuit. Il y a un certain nombre d'endroits, notamment peut-être même à Genève, peut-être en Suisse romande ou dans d'autres pays, où on a décidé de ne pas poursuivre des jeunes qui sont notamment sur des scooters. Donc c'est aussi une décision, j'allais dire politique, mais ce n'est pas le cas, c'est une décision d'engagement de la police qui concerne aussi la situation de ces jeunes. C'est une revendication notamment de ces jeunes qui disent potentiellement en fait, arrêter de tout mélanger. Nous avons aussi des jeunes qui ne font pas simplement des rodéos urbains, mais qui se retrouvent dans des quartiers, peut-être à faire du bruit. Les voisins, les voisines appellent. Vous avez une intervention de police. Et puis, étant donné que Lausanne, et après j'en termine comme première intervention, Lausanne se retrouve dans une situation avec très très peu d'agents, avec beaucoup d'agents qui manquent à l'effectif. Donc évidemment, quand vous appelez la police ne vient pas tout de suite. Et quand vous appelez 3 fois, 4 fois, 5 fois, on peut imaginer que quand les agents viennent, ils ont un peu cette logique de se dire maintenant que je suis venu, il faut quand même que l'intervention serve à quelque chose. Donc maintenant, voilà, l'enquête prouvera ce qui s'est passé, prouvera la vitesse, prouvera est-ce que les agents sont en tort ou pas. Mais ce qu'il faut absolument maintenant, c'est rétablir le dialogue, notamment par une police de proximité, parce que sinon on va perdre simplement le fil et la confiance avec une partie de cette population. Je vais juste demander à Alexandre Chevalier. Donc à Genève, en fait, il ne se passe rien parce qu'en fait, on n'arrête pas les jeunes qui volent des scooters ou qui font des rodéos urbains. Alors, à Genève, il se passe un certain nombre de choses. Alors l'insécurité et les rapports sur la sécurité qui ont été donnés officiellement cette année pour 2024 démontrent qu'il y a une augmentation globale de toutes les insécurités de 8%, qu'il y avait une diminution de l'attaque à la personne, mais que ce qui préoccupe les Genevois, c'est surtout les questions, en fait, notamment des cambriolages et du home-jacking, qui augmentent à 68%. Et ça, c'est les chiffres officiels, et puis on se dit finalement ça va parce qu'on ne vit pas ce qu'on vient de vivre à Lausanne. Ce qu'on ne voit pas, et ce qui n'est pas dans ces rapports, c'est notamment ce qui s'est passé depuis le début de l'année à Genève, avec un certain nombre de rixes qui sont individualisées dans certains quartiers. On en a eu une au Parc des Crepettes au mois de mars, on a eu au mois de mai l'incroyable, alors c'était très court, en pleine gare des Eaux Vives, bataille rangée de gangs dans la gare des Eaux Vives. On a les rixes entre ultras du FC Servette, pas plus tard qu'il y a quelques jours. C'était, s'il n'y a pas eu du tout de blessés, c'était effectivement une rixe il y a quelques semaines entre deux bandes cagoulées dans la gare des Eaux Vives. Finir, Alexandre Chevalier. Donc ce phénomène existe, il est différent évidemment parce que les circonstances ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas liées
au décès malheureux de jeunes, comme dans les 2 cas ici qui ont été exprimés, exposés, qui sont arrivés en 3 semaines en ville de Lausanne. Mais évidemment, cette dégénération de violence, elle arrive aussi. Maintenant, ça existe aussi à Genève, on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines à peine, avec des ultras, des batailles rangées d'ultras à la rue de Carouge après un match de foot. Enfin, tout ça, en fait, participe. Il y a 3 jours, je crois, il y a aussi eu à Perly, en pleine campagne genevoise, aussi une rixe après un match de foot. Donc, toutes ces violences existent et si on fait un petit pas en arrière, on se rend compte que c'est quand même lié à quelque chose de beaucoup plus global qu'un phénomène local. C'est lié à la désacralisation de la figure d'autorité. Et ça fait un effet domino qui vient dans la société depuis longtemps, même depuis, je pense, les époques de Philippe et de mai 68. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, il y a des pertes de repères et des pertes d'identité. Et ce n'est pas moi, en fait, qui le dis. Il y a un professeur du King's College à Londres qui en parle très bien. On va y revenir. David Betts, qui en parle très bien, justement, on en reviendra, et qui explique les raisons profondes d'un changement sociétal qui est global. Et Genève, comme la Suisse aujourd'hui, ne sont plus un noyau intouchable. On est touché comme toutes les grandes dites démocraties. Alors vous, Antoine Hurlimann, vous étiez au cœur de ces manifestations. Vous avez interrogé, j'imagine, les jeunes qui étaient là, les moins jeunes. Justement, quelles sont leurs revendications? Qu'est-ce que vous avez constaté, justement, avant que vous fassiez blesser? Alors, 2 profils. D'abord, dans un premier temps, on a des jeunes qui sont directement concernés et qui manifestent leur colère. Pour eux, et ça m'a frappé, ils manifestent très clairement que le lien de confiance envers les autorités, qu'elles soient politiques ou policières, que ce lien est rompu. Le discours qui sortait en boucle, c'est « la police nous ment, la police nous ment, la police nous ment, la police nous ment ». On est au tout début de l'instruction, on a encore très peu d'éléments. Alors effectivement, la police communique d'abord que Marvin s'est tué en roulant à contresens, puis rétropédale. L'erreur est humaine, il n'empêche que ce genre d'erreur fait beaucoup de mal dans ce lien de confiance. Et après coup, le lendemain matin, c'est là où les autorités lausannoises convoquent la presse en annonçant que 10% des effectifs policiers participaient à des groupes WhatsApp et s'échangeaient du contenu raciste, homophobe, sexiste, validiste, etc. etc. Oui, je tiens à dire que les 2 épisodes n'ont rien à voir, mais du coup, en tout cas dans leur agenda. On peut comprendre ce sentiment que ressentent une partie de ces jeunes après là, ce serait faux de comparer ce quartier populaire à une cité, à une banlieue française. Il n'empêche que c'est malgré tout un quartier stigmatisé depuis des décennies, où beaucoup de personnes issues de l'immigration vivent. Et on peut comprendre du coup ce sentiment qui est finalement nous ne sommes pas égaux face à la justice, nous ne sommes pas égaux face à la police. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi qui est fondamental, c'est que ce lien de confiance soit restauré, pas seulement du côté de la police qui finalement n'est que le bras armé de l'État, mais que les politiques aussi viennent au contact de ces jeunes, viennent au contact de ces habitants et prennent leur part de responsabilité, parce qu'aujourd'hui on parle de l'honneur perdu de la police, mais selon moi c'est surtout l'honneur perdu de la municipalité qui est en cause. On a créé des ghettos justement à Lausanne ou ailleurs, type français, des cités. Alors, je dirais pas que c'est au point des cités françaises, c'est pas aussi grand, il n'y a pas le même parquage, et ça reste des populations différentes, et ça, je pense, ça a son importance. On a toujours vanté, on a toujours vanté effectivement le fait que justement en Suisse, ça n'arrivait pas, qu'on assurait un brassage social, des couches de la population différentes, des origines différentes, ça c'est mort. Alors, je dirais pas que c'est mort, mais ça dépend des quartiers. Alors, j'habite pas à Prélat même, mais j'habite pas loin de Prélat, et c'est vrai que dans ce quartier, je suis en minorité. Enfin, je suis d'une minorité ethnique. Après, il y a plusieurs quartiers qui sont comme ça. Et après, je pense que le lien avec les banlieues françaises est un peu exagéré, mais je pense qu'on s'y dirige gentiment. Et qu'effectivement, les quartiers dont on dit qu'ils sont un peu craignos, ça commence aussi aux Plaines du Loup. Il y a ça avec Prélat, ce sont des quartiers où il y a une forte immigration, effectivement. Vous-même, vous étiez effectivement vous êtes descendu Exactement, oui. dans ces manifestations. Pourquoi vous êtes allé justement? Alors, en début de soirée, j'avais entendu les pétards et des feux d'artifice. Ça arrive des fois dans le quartier, ponctuellement. Là, c'est un peu plus appuyé. Et plus tard dans la soirée, j'ai entendu de l'agitation dans la rue. J'ai été regarder de loin, puis j'ai vu qu'il y avait du monde au carrefour de Prélat vers 23h. Alors habituellement, c'est pas très peuplé à cette heure-là. J'ai vu qu'il y avait des feux de poubelle dans la rue, donc j'ai voulu aller jeter un œil. Arrivé sur place, j'ai tout de suite remarqué à côté de moi un groupe de 5-6 blancs qui détenaient, avec l'ambiance générale, j'ai vu qu'ils m'avaient remarqué, qu'ils étaient en train de me pointer du doigt en me regardant. J'ai tout de suite compris que c'était un groupe d'antifascistes. Après quelques secondes, il y en a 3 qui sont venus vers moi et qui m'ont encerclé dos au mur. Il y en a un j'ai parlé surtout avec un qui était masqué, qui m'a demandé comment je m'appelais, qui m'a traité de nazi, qui m'a dit
3 fois de suite de dégager, 3 fois de suite j'ai refusé, j'ai demandé ce qui se passait ici. Ensuite, il m'a poussé, je l'ai repoussé, j'ai senti que ça commençait à puer un peu, j'ai reculé, puis là ça a commencé à gueuler, c'est un facho, c'est un facho. Et c'est là que j'ai vu, un peu comme une meute, une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes me courir dessus. Donc je suis parti directement en courant, là quelqu'un m'a bloqué le chemin, j'ai réussi à le passer. Après je suis tombé, on voit sur les images qu'il y a quelqu'un qui m'a attrapé de dos. Quand je suis au sol, on me donne des coups de poing, des coups de pied. J'entends une, 2 personnes dire de me laisser. J'arrive à me lever, je recours, il y en a d'autres qui me bloquent la route. J'essaie de passer sur le côté, je me fais choper au mur. Là encore, je suis encerclé, on me donne des coups, j'arrive à me protéger, et après j'arrive à me frayer un chemin, à partir en courant. Et après quelques dizaines de mètres, j'ai vu que je n'étais plus suivi, puis je suis arrêté vers 2 policiers en bas de la rue à l'intersection qui étaient en train de bloquer la circulation. Je me suis annoncé, puis j'ai dit ce qui m'était arrivé. Wesh les gars, se fait enculer. La réponse à la violence par la violence, Ilias Panchard, c'est une bonne chose. Je pense que pas grand monde vous répondrait oui, mais j'adore les questions rhétoriques, comme beaucoup de gens qui aiment le débat. Je pense que là, évidemment, tout le monde regrette ce qui s'est passé en voyant les images. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quelle est la responsabilité des élus en politique. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis beaucoup engagé, notamment sur ces sujets, mais aussi parler des supporters d'Ultra, des hooligans. Évidemment, voilà, je me rends au stade, je sais que je ne suis pas la personne la plus appréciée des supporters Ultra à Lausanne, et du coup, je fais aussi attention, je ne vais pas provoquer les gens. La question qui se pose suite à votre descriptif, si j'ose dire, c'est quel est le rôle d'un élu communal ? C'est-à-dire, est-ce que le rôle d'un élu communal, c'est de descendre dans la rue, dans une situation tendu, d'aller confronter des jeunes. Enfin voilà, quel était votre but ? Moi, j'ai aussi passé quelques heures les différents soirs après là, il ne m'est rien arrivé. Donc évidemment, je regrette ce qui vous est arrivé, mais la question c'est quel était votre but ? Vous regrettez ou vous condamnez ? Est-ce que condamnez ou vous provoquez un certain nombre de personnes aussi sur place ? Si vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un vous dit il vaudrait mieux partir, moi j'ai des jeunes qui m'ont aussi dit qu'un certain nombre de jeunes ont fait ce qu'ils ont pu aussi pour qu'un certain nombre de leurs camarades, si j'ose dire, ne vous tombent pas dessus. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être se rendre compte un peu de la situation. J'ai des témoignages aussi, peut-être du milieu journalistique, de gens qui étaient là. Je pense qu'évidemment, dans une situation comme ça, la situation, elle peut très vite être tendue. Et moi, je considère, en tout cas, qu'en tant qu'élu local, ce n'est pas forcément notre rôle d'aller sur place et de risquer de provoquer une situation encore plus compliquée. Je vais vous faire répondre. Donc vous êtes allé pour provoquer Absolument pas. Je ne savais même pas ce qui se passait de base. Enfin, j'aime bien un peu votre vision des responsabilités, comme quoi je pourrais être en partie responsable de ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas du tout été provoqué. Je sais que les antifas m'apprécient moyennement. Du coup, effectivement, je ne vais pas dans des événements d'antifa. Là, en voyant ça de loin, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai supposé que ça pouvait être dû à la mort du jeune à un scooter, mais aucune certitude. Puis quand j'ai été sur place, c'est ce que j'ai demandé. Et c'est pas, en soi, ce n'est pas avec les jeunes de quartier que j'ai eu un souci en premier lieu. C'est avec les antifas qui sont venus m'embrouiller et ensuite qui m'ont désigné, si on veut, à la vindicte populaire. Et ça, je suis certain que c'est... Enfin, moi, mon but, j'ai absolument pas été provoqué. Je voulais voir ce qui se passait. Je voulais prendre 1 ou 2 photos. Et c'était pas... J'ai vraiment pas été pour provoquer. Et je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu les antifas qui avaient pointé, s'il y avait juste eu les jeunes, que si j'avais juste croisé les jeunes, éventuellement, peut-être qu'on aurait pu me dire quelque chose pour une photo, mais je suis persuadé qu'on ne m'aurait pas sauté dessus comme ça. Je vous remercie en tout cas de la précision. Alors, justement, qui sont ces jeunes ? On écoute Alain Bauer qui nous a offert une petite analyse de la situation et sa vision, justement, de Français, parce que les Français se sont beaucoup intéressés aux émeutes à Lausanne. On les regarde. Alain Bauer, justement, que cherchent ces jeunes ? Est-ce que c'est une colère sociale, des revendications politiques ou bien du divertissement ? Eh bien, je vous dirais que ce sont des questions de vieux qui ne comprennent pas les jeunes. Car en fait, le débat sur les jeunes est un débat aussi ancien que l'existence des jeunes. Il y a 100 ans, on essayait de comprendre pourquoi les Apaches étaient des Apaches, des jeunes mineurs qui se surinaient à qui mieux à Paris. Ensuite, on a essayé de comprendre ce que c'était que des loupards, puis des sauvageons. Ce qui est nouveau, en général, c'est ce qu'on a oublié. 1968, à Zurich, qui n'est pas connue comme la ville la plus festive de Suisse. Les émeutes dites de l'Opéra, c'est en 80, en Suisse.
il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à part peut-être les réseaux sociaux qui sont devenus une expression visible de ce qu'on ne lisait que le lendemain ou le surlendemain dans le journal papier ou à la télévision officielle. La jeunesse, ou ce qu'on considère être la jeunesse d'aujourd'hui, elle a un problème de nos futurs. Elle ne considère pas qu'elle a un avenir, donc elle veut vivre intensément tout et tout de suite. Et donc la violence a toujours été l'exutoire. La violence était d'abord festive. La grève, c'était la fête, et la fête nécessitait de la violence pour résister. Et derrière, il y avait effectivement des revendications sociales, économiques, culturelles ou autres. Là, désormais, la violence, c'est la fête et elle est un exutoire en tant que tel au fait de vivre intensément le moment, puisque entre la guerre, la crise, le ou la Covid et le reste, il y a un sentiment de il n'y aura pas d'après et l'après sera pire que l'avant, ce qui est nouveau. Toutes nos générations ont considéré que le progrès social, économique, technologique allait amener un futur radieux et le droit au bonheur. Eh bien, chacun a conseillé effectivement, jeune comme vieux, que cette promesse n'était plus vraie. Et donc, il fallait la vivre intensément. Et la vivre intensément, c'était une attitude très bien identifiée il y a un peu plus de 40 ans, qui était déni, défi, délit, qui permettait d'abord de rejeter l'autorité, ensuite de défier l'autorité, et ensuite éventuellement de se confronter à la loi et à la police. Donc nous sommes dans cette période-là, et elle n'est pas nouvelle, elle est répétitive, mais elle est plus intense, plus dure, et malheureusement moins facile à traiter que les épisodes précédents. On pouvait toujours promettre que l'avenir serait meilleur que le passé et le présent. Ça a beaucoup été médiatisé, ces émeutes à Lausanne en France notamment. Qu'est-ce qui frappe dans l'opinion française ? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse finalement beaucoup, alors que chez vous, en France, vous avez bien pire ? On a bien pire, non, mais on a bien pire plus souvent. Par ailleurs, il ne faut pas augmenter l'intérêt des Français pour ce qui se passe à Lausanne. D'abord parce qu'il fait, comme vous l'avez dit, il y a un effet répétitif, mais il y a l'aspect ah tiens, ça se passe en Suisse, comme si on avait la même chose à Monaco. Vous voyez, c'est plutôt l'aspect exotique, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. On a beaucoup parlé en Suisse aussi d'importation du problème français. Est-ce que cette culture-là, cette culture du ghetto, cette culture du rodéo, puisque en France c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, cette culture du vol aussi, cette culture de on défie la police, on va casser, ça c'est quelque chose qui nous vient en fait depuis la France, ou bien c'est vraiment des problèmes en fait sociaux, structurels qui se retrouvent partout aujourd'hui en Europe? Ça se révèle partout, là où l'urbanisation a créé ces conditions-là. Je rappelais 68 à Zurich, c'est pas la France qui a importé le problème zurichois, pas plus que les émeutes de l'opéra dans les années 80. Donc les modes opératoires sont en général importés des États-Unis. C'est le pays qui a tout inventé et tout exporté en la matière, avec des délais de digestion plus ou moins complexes, des phénomènes liés à l'existence ou pas d'une jeunesse désœuvrée, et effectivement d'une jeunesse immigrée, notamment les mineurs non accompagnés, qui est un problème plus particulier que la question globale de l'immigration, une perdition aussi de l'ensemble des outils qui faisaient que la société fonctionnait avec une école, une église, des églises, un État qui faisait régner l'ordre. Et donc la désorganisation de l'ordre, l'idée que l'ordre c'était mal, le fait qu'il fallait déconstruire. Alors ça, je tiens à le dire, effectivement, c'est une création française que nous avons exportée dans le monde entier. Nous traitons beaucoup des conséquences de ce que nous avons fait, mais nous ne nous posons pas beaucoup de questions sur les causes. Et les causes, ce n'est pas les jeunes, c'est les vieux. Antoine Hurlimann, Monaco sur Lausanne, justement, aujourd'hui, c'est plus à l'abri de cette recrudescence de violence. Précisément, elle vous semble venir d'où ? Est-ce que vous avez pu prendre le pouls un peu plus, justement, entre ces groupes d'Antifa dont M. Chalère nous parlait ? C'est pas avéré que ce soit les Antifa qui vous aient fait ça, ou des groupes de jeunes qui, on a entendu aussi, des tas de jeunes qui venaient de Lausanne pour simplement aussi rigoler, parce que c'est fun, les émeutes, c'est un peu le nouveau paléo d'une certaine tranche de jeunesse, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec l'immigration forcément, mais parce que voilà, c'est des codes d'une nouvelle jeunesse qui
qui ne voient pas forcément le mal dans des débauches comme ça, d'émeutes ou de ce qu'on considérait, nous, comme de la violence. D'abord, rapidement sur l'agression de M. Chalère, j'aimerais rappeler ici que quand on s'attaque à un élu, qu'il soit de la gauche radicale ou d'extrême droite, on s'attaque à la démocratie, à notre état de droit. C'est gravissime ce qui s'est passé, ces images sont absolument insoutenables. De la même manière, 2 journalistes de Watson se sont aussi fait agresser lundi soir. Quand on agresse un journaliste, on attaque la liberté de la presse. Ce sont des choses graves et qu'il faut condamner sans aucune ambiguïté, contrairement à ce que j'ai pu entendre précédemment. Voilà, je voulais juste préciser. Maintenant, quant à la soi-disant augmentation de la violence, je ne crois pas que les statistiques démontrent un tel phénomène. Effectivement, les crimes très violents sont en augmentation, mais la criminalité en général baisse. Ce qui est peut-être nouveau, c'est effectivement cette mise en scène dont parlait M. Bauer via les réseaux sociaux. Ce qu'on a pu assister après là, c'est que après ce premier cercle d'émeutiers directement concernés par leur colère, par leur émotion, on a vu tout un tas de personnes venir d'ailleurs, peut-être un peu pour vivre le grand frisson, pour avoir sa décharge d'adrénaline, ce plaisir, avec des très très gros guillemets, insouciant de se mettre dans une confrontation face à la police et de le retransmettre en direct sur les réseaux sociaux. Il y avait d'ailleurs, cette situation était assez ubuesque, puisque nous, journalistes, ne pouvions pas entrer dans la zone des affrontements. Par contre, on pouvait la suivre en direct depuis l'intérieur, puisque les jeunes retransmettaient le tout sur TikTok. C'est notamment là que j'ai vu votre agression. Donc voilà, on était tenus à distance, mais il suffisait d'allumer son téléphone pour voir tout ce qui se passait. Les gens se filment, montrent leur visage, sont totalement en fait insouciants et déconnectés de la réalité à laquelle ils participent pourtant. Et ça, je pense que c'est effectivement nouveau. Oui, alors on parle de cette culture, on va regarder un exemple. C'était JMK 19, c'est un groupe effectivement qui, pour ce clip, a fait 4,5 millions de vues sur YouTube. On regarde effectivement toutes les représentations d'une partie de la jeunesse, encore une fois, qu'elle soit blanche, black, blanc, blur, voilà, suit aujourd'hui, on regarde. Positif à la cam. Normal, je la vends dans tout Paname. Si t'es une belle, trop mon gars fait belle. Quand tu marches dans les rues de Paname, c'est méchant, c'est Paname. A3 sur ta montre, on est des mecs de Paname, c'est méchant, c'est Paname. A3 sur ta montre, on est des mecs de Paname. Avant le rap, j'étais dans la rue. Tu m'étonnes pas, je connais tous les vices. Dans les ruelles de Paname, je suis dans le 8. J'en ai viscère des clics. J'avais que 6 ans quand le daron est parti de la maison. Très proche de ma daronne, j'ai compris qu'elle avait raison. J'en ai vu des choses dès mon plus jeune âge. T'étonnes pas si des fois j'ai la rage. Un slash dans les mains, un flash dans la banane. Tu connaissais Paname, ça t'a c'est banal. Comme ma BIS, je viens du quartier haram. Comme ma BIS, je viens du quartier haram. Philippe Val, justement, parce qu'une grande partie des jeunes, effectivement, croient que c'est un jeu où voilà, qu'il n'y a pas de mal. L'adolescence a toujours d'ailleurs été une période à risque. On n'est pas forcément délinquant parce qu'on cherche les limites. Justement, comment est-ce qu'on les recadre, ces jeunes-là, sans que justement ils partent dans le décor, forcément, parce qu'on ne devrait pas mourir à 17 ans aujourd'hui, ou même plus tard d'ailleurs. C'est difficile parce que la chaîne des responsabilités est longue. D'abord, en premier lieu, il y a les parents. Alors, on va dire oui, mais leur condition sociale fait que... Oui, mais en attendant... Non, ça touche tout le monde. Quand on fait des enfants, pas forcément que normalement, les défavorisés on aujourd'hui. décide de s'en occuper, d'inculquer quelques principes de prudence même, simplement. Parce que être sans casque sur un scooter à 14 ans, normalement, les parents devraient dire non, c'est pas possible. Il devrait y avoir quelque chose... Les rodéos, c'est un danger pour les enfants qui le font, mais c'est un danger aussi pour les gens qui sont sur la chaussée. Donc, que la police... Vous disiez tout à l'heure, par exemple, c'était intéressant, 10% de la police ont échangé des machins nazis, etc. 10%, c'est à peu près le pourcentage de population qui échange des inepties aussi, des informations russes, des trucs nazis, des machins complotistes, enfin 10%, c'est peut-être même pas beaucoup par rapport au reste de la population. Vous voyez ce que je veux dire ? Le complotisme aux États-Unis, c'est plus de 10%. Voyez ? Donc c'est plutôt un niveau assez bas dans la police. Mais simplement, la façon de formuler ça, la police nous ment, chez nous en France, la police tue, c'est quelque chose d'abord Enfin, c'est irresponsable de dire des choses comme ça quand on est un homme politique, comme Mélenchon, par exemple, chez nous. C'est totalement irresponsable, parce que c'est pas vrai, déjà pour commencer. Il est vrai qu'il y a des bavures, il est vrai qu'il y a des violences qui sont inacceptables, mais ça n'est pas une généralité. Et là,
dans le cas d'un scooter volé et un enfant qui roule à fond avec, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse rouler à fond avec le scooter volé? C'est un vrai problème. Les policiers qui sont derrière, avec les feux bleus, peut-être qu'ils sont un peu dans ce qu'on leur a dit de faire. Dans la République, la démocratie leur a dit de protéger la sécurité des adultes et des enfants. Donc on ne peut pas accuser sans cesse la police. Alors je sais que c'est compliqué, c'est pas mon rôle de dire ça, mais c'est inacceptable de voir qu'on justifie la violence. Moi je pense aussi que la violence, d'abord Freud a bien dit que dans Malaise dans la culture, qu'il y a une nostalgie dans nos pays doux et civilisés d'une violence brute, du vol, du viol, de l'assassinat, de la brutalité. Il y a une nostalgie de ça, une mélancolie qui... La culture doit sans cesse travailler sur cette mélancolie pour empêcher la violence de se répandre dans la société. Et on ne le fait pas. Peut-être que les repères, on le dit, Bauer le dit, mais tout le monde le dit, les repères importants, c'est-à-dire l'instituteur, le prof, les parents, le policier, tous ces gens-là sont démonétisés. Et démonétisés comme si ça n'avait pas d'importance. Et en plus, par-dessus le marché, les élites politiques, notamment en France, à l'Assemblée nationale, montrent un exemple de violence hallucinant. Et on sait très bien, le grand sociologue Norbert Elias a très bien montré ça, que la violence vient souvent d'un modèle qui vient du haut en haut. Par la tête. Absolument, par la tête. Et je pense que la violence, par exemple, ce qui se passe en France en ce moment avec les événements politiques, c'est très très contagieux quand ça descend vers le bas, dans les populations défavorisées. Ils imitent de façon extrêmement radicale l'impolitesse qui se transforme en agression, l'ignorance qui est fière d'elle-même. Enfin, vous voyez, c'est fou. Il y a quelque chose qui se passe dans nos sociétés qui est un manque de vigilance. C'est ni de droite ni de gauche, c'est juste un peu de bon sens. On agit n'importe comment avec la jeunesse et on agit n'importe comment avec l'autorité qui est censée accompagner la jeunesse dans son arrivée à l'âge adulte où il doit assumer une liberté. La liberté est une chose très neuve dans nos sociétés. Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on est libre. Depuis Sumer, 5 ou 7 000 ans, ça fait 40 ans qu'on est libre dans nos sociétés. Et on n'a pas, cette éducation à la liberté n'est pas assez vigilante. Et elle entraîne une violence ridicule, avec des critiques ridicules telles qu'on les entend aujourd'hui. Alors on va parler du politique, justement. J'aimerais juste vous faire réagir, Anthony Horniman. Monsieur Val et Monsieur Pancha posent la bonne question, qui est la question centrale, c'est celle de la doctrine d'engagement. Pour schématiser, est-ce que la police doit courir après le voleur ou pas ? Cette question, on se la pose, je regardais dans nos archives, en Suisse depuis une 50aine d'années, avec l'affaire Patrick Moll, qui est un Genevois, à l'époque mineur, même si aujourd'hui il serait majeur, puisqu'il était âgé de 18 ans, qui avait été placé en prison aux Plaines de l'Orbe, dans le canton de Vaud, parce qu'il faisait que de fuir son foyer pour mineurs dans lequel il était systématiquement placé, qui avait commis quelques vols de charcuterie. Bon, vers la fin de sa peine, condamné à 1 an de prison dans les Plaines de l'Orbe, il s'échappe, et il est abattu par la police de 2 balles dans le dos alors qu'il s'enfuit à vélomoteur dans les faubourgs d'Yverdon. On est donc dans les années 70. On se pose finalement cette question du pouvoir de la police et de comment est-ce qu'elle doit réagir. Dans le cas présent, on voit très clairement qu'il y a un problème avec ces courses-poursuites. Effectivement, je ne déresponsabilise personne. Les jeunes dont nous parlons ont à un moment pris le choix de ne pas s'arrêter et ont décidé de s'enfuir. C'est un fait. Ces jeunes s'enfuient pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est un fait aussi. Mais il n'empêche que quand on a dit ça, on est conscient qu'il y a un lien de causalité entre ces courses-poursuites et des morts au final. Alors, est-ce qu'on veut se contenter de cet état de fait ou pas ? Aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'il y a très clairement un lien de causalité qui est établi entre la course-poursuite qui s'enclenche et la perte de maîtrise des véhicules. Parce que c'est vrai, c'est le politique qui donne des injonctions à la police. La police doit savoir effectivement ce qu'elle a le droit de faire ou pas le droit de faire, quelle mission elle poursuit. Aujourd'hui, est-ce que c'est bien clair ? Parce que ce qui est notable aussi, c'est qu'on n'entend pas beaucoup les politiques, dans le canton de Vaud, à Genève ou ailleurs, se prononcer. Tout est mis sur le dos... en partie à raison de la police lausannoise, mais les politiques, finalement, ce sont eux les chefs, ce sont eux les responsables des politiques que la police applique, y compris dans ces dysfonctionnements. Oh, vous savez, ça dépend des politiques. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis engagé en politique, 7 ans de conseiller communal. Je pense être un des élus qui est le plus intervenu sur ces questions. Mais je pense qu'il y a un élément, peut-être pour poursuivre un peu le raisonnement qui nous manque, c'est est-ce qu'on a
plusieurs parties de la société qui ne se parlent plus et qui ne se connaissent plus. Je vous donne un exemple. Avant l'été, j'habite à Valency. La maison de quartier concernée, c'est la maison de quartier de Prélat, donc là où le deuxième décès de Marvin a eu lieu, maison de quartier de Prélat-Valency. J'ai été invité pour intervenir et discuter avec des jeunes sur un film, Les Misérables, qui est un film français connu qui parle des violences policières en France, notamment des abus de la BAC. Et après l'échange, il y avait une vingtaine de jeunes. J'ai demandé aux jeunes, mais en fait, parmi vous ici, combien de personnes a été contrôlées par la police dans la semaine ou dans les semaines précédentes? Quasiment tous les jeunes ont levé la main. Dans ma vie, alors que voilà, ma mère est algérienne, on peut s'imaginer que je peux avoir aussi un antécédent, etc. Mais parmi les personnes ici, si j'ose dire, voilà, a priori, on n'est pas des victimes directes du contrôle au faciès. Et là, il y avait des jeunes de 14 à 18 ans qui avaient été contrôlés. Moi, j'ai dénoncé ces contrôles, notamment dans les bus, depuis des années. Et c'est juste un exemple pour vous montrer à quel point, évidemment, ça ne concernera jamais l'ensemble des policiers. Il y a des policiers qui font très bien leur travail. Il y a des cas où ces contrôles ont lieu aussi parce qu'il peut y avoir des soupçons. Donc je ne dis pas que tous ces contrôles doivent être annulés, mais peut-être se rendre compte, et je ne dis pas du tout que c'est le cas de gens ici, mais qu'on se retrouve aussi avec des parties de la société. Et là, je suis aussi très critique de la municipalité de Lausanne, alors que c'est une municipalité à majorité de gauche, mais ça, mes collègues de la municipalité le savent très bien, parce que je le dis en général publiquement. Je crois qu'il y a une fracture et une distance de plus en plus grande entre les autorités politiques, une partie des autorités politiques et une partie de la population. Samedi, il y aura une marche blanche organisée par la famille. Moi, je suis un des seuls en contact avec la famille de cette jeune Camilla. N'a pas reçu un seul coup de fil de la ville. La ville ne lui a pas adressé les condoléances. Aucun soutien pour l'assistance juridique, aucun soutien pour l'assistance psychologique. J'ai dû intervenir avec d'autres pour établir un contact pendant mes vacances ou autres. C'est quand même une famille qui est en Suisse depuis 30 ans, intégrée. Elle a fait toutes ses écoles ici, très intégrée dans un club de foot. Dans le cas de Marvin, c'est quand même quelqu'un aussi de très connu dans certains milieux du rap, etc. Enfin, se rendre compte qu'en fait, c'est quand même... voilà, moi, dans mon cas, je n'ai pas d'enfants pour l'instant, mais c'est quand même des enfants de cette ville. On parle vraiment de personnes. Peu importe ce qui s'est passé et quels sont les détails de cette intervention, c'est vraiment le rôle. Parce qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se disent aussi, mais finalement, effectivement, ces jeunes, ils ont quand même volé. Naël, il était quand même en délit de fuite. Enfin, voilà, il y avait quand même une base. Après, faut-il tirer ou pas tirer. Voilà. Mais oui, mais beaucoup de gens, parce qu'avec ce raisonnement-là, beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui entendent ces faits divers se disent, bah, finalement, alors voilà, c'est la prime aussi à la violence, à la délinquance. Plusieurs fois dans les semaines précédentes, vous pouvez vous imaginer, vous êtes sur un scooter à 23h ou en plein milieu de la nuit, vous avez une voiture de police qui fait demi-tour et qui vous poursuit. On peut comprendre aussi pourquoi la personne sur le scooter se dit « Ah bah peut-être que cette fois, l'intervention, elle va moins bien se passer que hier à 16h dans un bus avec plein de témoins. » Enfin, on peut aussi se projeter quand même sur le risque de ce type d'intervention pour bien connaître certaines pratiques policières. Moi, je peux comprendre aussi pourquoi un certain nombre de jeunes fuient. Que doit faire le bon policier, justement? Est-ce qu'il doit plus contrôler? Est-ce qu'il doit plus poursuivre? C'est quoi sa mission aujourd'hui, notamment, par exemple, à Lausanne? Qu'est-ce que vous souhaitez, justement, que la police lausannoise, aujourd'hui, fasse? Est-ce qu'elle doit, finalement, fermer les yeux sur une grande partie de ce qui est considéré légalement, quand même, comme de la délinquance? Ou bien, justement, elle doit être beaucoup plus répressive? J'imagine pas, mais... À titre personnel, si le policier ou la policière identifie que le jeune est mineur, a priori ne met en danger personne d'autre, moi je me pose la question de est-ce que la course-poursuite est nécessaire? Car dans la plupart des cas, on a au final des accidents simplement parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de conduire et dans les deux cas, on a une chute assez bête et terrible et puis un jeune qui se prend un mur. Et l'autre élément, puis on y arrivera peut-être après, c'est l'enjeu de la police de proximité de jour, si j'ose dire. C'est un des engagements que j'ai pris, moi, il y a un certain nombre d'années. On a eu tout un débat sur la police de proximité à Lausanne. Si vous n'avez jamais aucun contact avec la police, je ne sais pas comment c'est à Genève, mais au quotidien, et que les seuls cas où vous avez une interaction avec la police, c'est quand vous avez une intervention d'urgence dans une situation tendue, et là, je ne mets pas la faute sur les agents, évidemment, la police ne connaît pas la situation sur le terrain, intervient dans des situations compliquées, ne permet pas de prévenir les tensions, d'apaiser les conflits. Et ça, c'est aussi la nécessité d'avoir des agents aussi présents au quotidien, la journée, quand il y a, entre guillemets, pas de problème, pour aussi connaître cette situation, puis peut-être faire un peu de prévention en disant, bah oui, une trottinette trafiquée, ça peut rouler à 30, 40, 50, 60, 80 km/h. Potentiellement, c'est dangereux. Alors évidemment, on ne pourra pas empêcher tout le monde de faire ensuite ce qu'il veut sur un scooter ou une trottinette, mais je pense qu'on peut éviter peut-être ensuite un certain nombre de drames, mais ça, évidemment, ça ne va pas résoudre... Le problème n'est pas simplement entre les enfants et la police. Ça n'est pas simplement les enfants, la police. C'est un problème de société un petit peu plus complexe que ça, quoi. On ne peut pas laisser la responsabilité à la police
de l'éducation des enfants et même de la façon d'appliquer la loi. Mais alors, même question aussi, qu'est-ce que doit faire le bon policier, justement, à Lausanne, à Genève ou ailleurs, selon vous, justement? Alors déjà, j'aimerais réagir à quelque chose, comme dit M. Panchard, qu'il ne faudrait pas poursuivre les mineurs sur un scooter. Enfin, déjà, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on fait de nuit quand on voit un scooter à 50, 100 mètres qui prend la fuite en voyant la police. Comment on fait pour deviner son âge? Je pense que c'est difficile. Ça, c'est la doctrine d'engagement pour la course-poursuite. C'est vrai que ça a longtemps, c'est pas neuf, ça a été discuté. Aux États-Unis, ça a même pendant longtemps aussi été abandonné parce qu'on savait les risques, etc. Comme la direction de Chevalier à Genève, on ne poursuit pas. Donc voilà, ça, c'est aussi une doctrine d'engagement qui doit être claire. Mais effectivement, donc, qu'est-ce que doit être la mission précisément par rapport à ce type de délit de fuite, aujourd'hui, de la doctrine du policier vaudois, mais aussi par rapport à toutes sortes d'autres, effectivement, cas de petites délinquances qui sont aujourd'hui le fait de pas mal de jeunes. Mais je pense, de manière générale, c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut que la police fasse son travail? On a beaucoup discuté, notamment au conseil communal, de manière générale, de la pollution nocturne à cause de voitures qui vont trop vite, de scooters qui vont trop vite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de zones de 30 km/h à Lausanne. Et si à chaque fois que la police est appelée pour des rodéos urbains ou n'importe quoi, et qu'elle arrive et qu'il suffit de fuir pour y échapper, je pense que c'est un peu facile. Mais c'est pas que pour ça. J'ai eu des contacts avec des policiers qui m'ont raconté qu'ils évitent, qu'ils sont réticents à interpeller des dealers africains, parce qu'ils savent que quand ils doivent interpeller des dealers africains, systématiquement, ils vont tenter de fuir, ils vont se débattre, ils vont avaler les boulettes. Et ces policiers, ils savent que s'il y a le moindre pépin, typiquement s'il y a une boulette qui ouvre dans l'estomac d'un dealer et qui meurt, ça va être pour leur pomme, qu'il y aura zéro soutien du politique, qui vont se prendre une shitstorm, excusez-moi du terme, monstrueuse. Enfin, même quand, là, dans le cas de Camilla et de Melvin, il n'y a eu aucun contact avec la police et on leur tombe quand même dessus. Et du coup, j'ai entendu c'est certains de ces policiers qui préfèrent, enfin, ils sont dans le cas où ils ont le choix. Soit ils font moins bien leur boulot et si un dealer ou n'importe qui essaye de fuir, ils ne le retiennent pas et ils continuent à le payer correctement, ça se passe tranquille. Soit ils essaient de faire correctement leur boulot et de faire les tâches qu'on leur confie, mais du coup, ils prennent des gros risques. Parce qu'après, ils savent que s'il y a le moindre pépin, ils ne seront pas du tout soutenus et qu'il y aura une polémique monstrueuse. Donc, je pense que c'est ça la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut que la police fasse son travail ou est-ce qu'on veut une prime à la délinquance ou est-ce qu'on veut que la loi s'applique seulement pour ceux qui sont d'accord de la respecter et que tous ceux qui ne sont pas d'accord de la respecter, on se dit, tiens, c'est pas grave, ils peuvent partir, comme ça on évite des bavures, puis tout le monde est content. Je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passe dans un état de droit. Justement, est-ce que les autres cantons aussi sont clairs et est-ce que les politiques, justement, sont clairs? Parce que c'est vrai qu'il y a un canton qu'on cite souvent en exemple, on en a même fait une émission que je vous recommande d'ailleurs, avec Christian Varron, le Valais, mais c'est vrai que toute la population est unanimement derrière son chef de la police. Aujourd'hui, effectivement, les politiques, on a l'impression qu'ils regardent, qu'ils considèrent tout ça comme une poule regarderait un ciseau. Est-ce que voilà, ils font leur job et notamment aussi de donner des directions claires à la police, de les assumer vis-à-vis de la population et de savoir exactement ce que la population finalement veut. Elle veut plus de sécurité, elle veut moins de sécurité, on sait où on en est. Il y a deux éléments. Le premier, c'est celui en fait où le politique ne communique pas. C'est-à-dire il communique peut-être à la police, le responsable en fait du département, que ce soit au niveau municipal, la responsable à Genève, au niveau du département, au niveau cantonal, communique probablement des instructions ou se laisse gouverner par l'administration, parce que ça arrive malheureusement beaucoup aussi ici dans ce canton. Et puis derrière, la police finalement s'engage avec des règles internes, mais il y a très peu de communication du politique vers l'extérieur. C'est-à-dire que la population, elle, est très peu informée, voire pas informée du tout, de savoir comment ça se passe et quelles sont les limites. Et ça pose déjà un problème. Le deuxième problème, c'est que le politique est souvent en retard sur un ensemble de sujets, et en sécurité aussi, que ce soit en matière de lutte contre simplement des incivilités, on va maintenant vers les émeutes, la lutte contre la drogue, en fait, on voit bien qu'il y a aujourd'hui toujours un retard sur la décision du politique qui réagit par rapport aux événements. Et d'ailleurs, on le voit même, par exemple, au conseil municipal vis-à-vis du conseil administratif, donc qui est l'exécutif de la ville de Genève, où quand on pose des questions à savoir sur telle ou telle manifestation, en cas de débordement, qu'est-ce qui est prévu, on vous répond, il n'y en a jamais eu, donc pour l'instant, rien du tout. Et donc là, on voit la faiblesse, effectivement, du politique qui se cache derrière un peu son petit doigt, mais derrière le fait que rien ne se passe pour ne surtout pas agir, ne pas surréagir, parce que je ne suis pas convaincu, malheureusement, qu'on ait une population qui est de plus en plus excédée aujourd'hui à Genève, mais qui, évidemment, ne comprend pas les limites. Et aujourd'hui, l'objet, il est facile
de taper sur la police avec une importation qui, elle, vient des États-Unis au départ avec le phénomène BLM, puis vient avec la France s'installer aussi dans les mentalités. On oublie certaines choses, que des choses sont anciennes et qu'on n'a rien fait depuis. Je vous donne un exemple qui n'est pas en Suisse, qui est à Londres. À Londres, en 2011, il y a eu 8 jours d'émeutes. Il a fallu 8 jours pour repacifier Londres. Et ce n'est pas pour autant qu'on s'est inspiré, nous, ici, de ce qui se passait en se disant on va anticiper les problèmes. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui du politique. Et justement, Antoine Hurlimann, anticiper les problèmes, parce que c'est vrai que ce que disait Elias Panchard, les trottinettes volées, mais aujourd'hui, notamment dans un canton comme Genève, la plupart des jeunes se baladent sur des trottinettes volées. Et il n'y a pas de mal, c'est normal. Chacun pique la trottinette de l'autre, etc. Et à un moment donné, effectivement, une partie de la jeunesse n'a pas le sens de ce qu'est la limite légale ou pas. C'est ce que Mélenchon appelle la créolisation de la société. Et ça, c'est pas forcément le fait de la police de rappeler, avant même qu'il y ait des drames comme ceux qui ont été connus à Lausanne, avant même que ces limites-là, elles doivent pas être franchies. Qui fait le job aujourd'hui de manière sociétale dans des cantons romans comme ailleurs d'ailleurs? Ramener ça à une question d'éducation et donc à une responsabilité des parents serait un peu simpliste. Évidemment, les parents... Mais il y a plusieurs stades d'institutions. Il y a les parents, il y a l'école, il y a globalement un message tout le monde a son de rôle à jouer, collectivité. Même la presse. Et, bien sûr, tout le monde a une part de responsabilité. Mais les émeutes, finalement, c'est le résultat d'années de frustration et de colère. C'est le moment de rupture. Ça a été largement étudié, théorisé, analysé. Donc ça montre qu'il y a tout un tas de choses à faire en amont, notamment dans le quartier de Prélat. Comme je le disais, un sociologue aujourd'hui interrogé par la presse le disait beaucoup mieux que moi. C'est le résultat de décennies aussi de stigmatisation. Pas que, hein, il y a toujours la responsabilité individuelle. On n'est pas seulement le fruit du moule dans lequel on est, mais ça joue un rôle. Ce sont des décennies de stigmatisation, ce sont des décennies de frustration qui finissent par péter. Et donc là-dedans, les pouvoirs publics ont un rôle, ont une responsabilité sociale de répondre à des problématiques locales, ici très locales après là. Il y aurait des choses à faire, il y aurait des travailleurs sociaux qui devraient se rendre, qui devraient aller au contact de cette population. On devrait sonder cette population, tout simplement, aussi pour la comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut et qu'elle peut s'affranchir de toutes les règles, mais il n'empêche qu'il y a un malaise qui est réel et qui se manifeste, on le voit aujourd'hui. Et donc maintenant, la seule manière d'y répondre durablement, c'est pas par la répression, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller à la racine. Alors, la question qui se pose pour la police, parce qu'il nous reste très très peu de temps, et j'aimerais quand même entendre M. Duvillard, la question qui se pose pour la police, c'est est-ce qu'on est à niveau pour la police lausannoise face à la jeunesse d'aujourd'hui, face à la nouvelle criminalité? Est-ce qu'on est à niveau dans tous les autres cantons? Est-ce qu'on est aussi à niveau de la part des pouvoirs publics? Voilà, je lui ai posé la question et on l'écoute. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont effectivement ces courses-poursuites qui se sont soldées par 2 fois par la mort de jeunes. Et donc là, il n'y a pas de problème de racisme apparent. En tout cas, il y a un problème de gestion d'un certain type de criminalité aujourd'hui. Est-ce que la police, justement, lausannoise a bien agi sur ces questions-là, notamment la course-poursuite, la gestion du rodéo? Est-ce qu'aujourd'hui... Voilà. Ça vous, tu comprends. Je crois que la question, elle n'est pas tellement si la police de Lausanne a bien agi. Je crois qu'on est aujourd'hui face à des changements sociétaux, y compris auprès de la jeunesse. Et on peut se poser la question pourquoi les jeunes, finalement, ont peur de la police. En l'occurrence, dans ces affaires, on voit là, ce sont des jeunes qui sont vraisemblablement en infraction, mais plutôt en infraction routière pour des questions de permis. Et puis, la question, c'est comment on peut, on va dire, regagner aussi la confiance de cette catégorie de population et comment rentrer en contact avec elle. Parce que je suis frappé lorsqu'on entend les déclarations de certains jeunes sur les lieux de la manifestation qui ont été interviewés. On sent que visiblement, il n'y a plus de contact, on va dire, entre la police et ces gens-là. Et la police est en quelque sorte considérée comme l'ennemi. Donc je pense qu'il y a une vraie question de savoir comment on rentre en contact. Et puis je pense que ce travail, c'est pas seulement un travail qui incombe à la police, c'est un véritable travail en réseau avec un certain nombre d'autres acteurs qui doivent être capables de travailler main dans la main, que ce soit des travailleurs sociaux, des grands frères, enfin, il y a toutes sortes de structures qui existent. Je me suis rendu compte dans d'autres expériences, c'est pas toujours facile de faire travailler ces différentes entités ensemble. Il y a une méfiance des uns à l'égard des autres. Ah, mais nous, les sociaux, on veut pas travailler avec la police et vice-versa. Mais je pense que si on veut arriver à des résultats, rétablir la confiance et le dialogue, il faut qu'on ait une approche véritablement
holistique et en réseau pour rechercher le contact avec les jeunes. Est-ce qu'il faut plus, justement, de répression ou moins? Parce que là, la question de ces courses-poursuites, justement, qui se sont soldées par 2 fois par des morts, on pourrait se dire aussi, la réponse, c'est de ne pas poursuivre et de se dire, finalement, un scooter volé, tant pis, un rodéo, tant pis. Est-ce que c'est ça l'attitude que la police doit aujourd'hui adopter en Suisse romande? Alors, je pense qu'il y a toujours dans ces aspects-là de poursuites, qu'elles soient en véhicule, qu'elles soient sur des scooters, des questions à se poser sur simplement la proportionnalité. La proportionnalité au centre des activités de la police. Et puis, je dirais qu'au vu des réactions, finalement, des gens qui se sentent pris en défaut, on arrive de l'autre côté, la police, la chasse du gendarme derrière le voleur, c'est quelque chose qui est inné. Je pense que c'est des questions qui doivent être posées au vu des changements de comportement. Moi, il y a 30 ans, si la police m'avait interpellé, je me serais arrêté. Et puis, j'aurais montré mes papiers si j'en avais eu, mais j'aurais eu peur de la police, je me serais arrêté. Aujourd'hui, on voit que le rapport, quelque sorte de force, change. On est plutôt dans une logique de confrontation. Donc, c'est ces questions-là qu'on doit se poser. Et on l'a vu aussi en France, où des tas d'incidents de ce type se sont produits. Donc, je pense que de manière plus globale, on peut dire la police évolue au cœur de la société. Cette société évolue en permanence. Et puis, toute la difficulté, elle est toujours restée en adéquation par rapport à ces changements. Puis, je pense que toute une série d'affaires qui ont été maintenant mises en évidence, on va dire, au niveau de Lausanne, mais elles concernent toutes les polices de Suisse. Prenons l'aspect du racisme. Je pense qu'il n'y a aucune police qui peut se dire « chez moi, je n'ai pas de comportement, de discours qui sont racistes ». Je pense qu'on a un problème. Voilà, c'est quelque part Lausanne, soudain le focus là-dessus. Alors on peut le regretter pour Lausanne, mais j'espère aussi que ces événements vont déboucher sur une prise de conscience qui est plus globale. Voilà, André Duvillard, de façon très polie, vous renvoie la balle, quand même. C'est aux politiques aussi, quand même, de décider aujourd'hui comment la police doit fonctionner au mieux dans la société qu'on vit, la société peut-être pour laquelle il faut aussi avoir une bonne compréhension. Elias Panchard, justement, ça c'est un peu de remise en question aussi, quand même. Oui, puis peut-être si j'ose aussi une note d'espoir. On a eu deux soirées d'émeutes, de révoltes populaire, si je puis dire, mais en fait, ce qu'on ne voit pas, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, je fais partie de ces gens-là, beaucoup de gens ont passé des téléphones, beaucoup de gens ont appelé, ça a été dit par M. Duvillard, des grands frères, des grandes sœurs, il y a eu les mamans qui se sont mobilisées, il y a eu des articles notamment dans Blick ou ailleurs, de mamans qui disaient « j'ai demandé à mon fils de ne pas sortir, si tu sors, j'appelle la police, tu sais que je peux le faire, etc. » Et l'enfant sortait quand même pas toujours, on a quand même aussi pu, par ce travail-là, en disant « il y aura une marche blanche samedi », il y a des mesures politiques, elles sont structurelles. Dans les écoles, beaucoup de messages ont été passés, notamment par les profs, dans les maisons de quartier, parmi les familles. Donc il y a quand même un certain espoir aussi de dire que, évidemment, il y a des enjeux difficiles, des questions de contrôle aux faciès, de racisme, d'inégalité, mais qu'on a aussi vraiment une société sur laquelle on peut s'appuyer. Puis je vais aussi dans le sens de ce que vous disiez avant. Je pense vraiment que les familles, les écoles, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait ce travail ces 2 derniers jours. Et le résultat positif, si j'ose dire, c'est que hier soir, il n'y a pas eu d'émeute. Alors certains diront c'est qu'il y avait beaucoup de policiers et beaucoup de policiers en civil, mais c'est aussi qu'on a un débouché pour la suite. On a un débouché avec une marche blanche et on a aussi certains engagements et puis aussi des réformes structurelles qui sont promises. Après, il faudra peut-être que plus de gens s'engagent sur ces sujets. Donc ça rejoint votre question d'avant. On va devoir conclure. Donc quand même, hier soir, manifestement, les jeunes ont eu peur un peu de la police. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire les raisons, je n'étais pas là hier soir, je ne peux pas dire les raisons pour lesquelles les jeunes ne sont pas venus. J'aimerais juste réagir à ce qui a été dit avant par monsieur Hurlimann sur la répression. J'ai absolument pas l'impression qu'on est dans une logique de répression. Le premier soir, il y a une centaine d'émeutiers, 0 interpellation. Le deuxième soir, 150 à 200 émeutiers, 7 interpellations. C'est rien du tout. De ce que j'ai vu le premier soir, vraiment l'agression au loin, c'est que les forces de maintien de l'ordre étaient là uniquement pour disperser et pas dans le but d'attraper. Le lendemain de la première soirée d'émeute, le syndic de Lausanne, M. Grégoire Junot, disait « On partage la tristesse et on comprend la colère qui s'exprime. On ne résout jamais les problèmes par la violence, mais par le dialogue. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons ouvrir le dialogue avec ces jeunes. » Donc, excusez-moi, mais là, on n'est absolument pas dans une logique répressive. On est dans le contraire, on essaye de passer la pommade. Il n'y a pas du tout de logique de bâton, on est uniquement la carotte. On dit, s'il vous plaît, faites pas de violence, on espère que ça ne va pas faire de violence, mais on refuse il y a un refus de la répression.
Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que le problème soit trop de répression. Alors on va devoir conclure, donc je donnerai la parole à Antoine Hurlimann pour cette dernière intervention. On sait que dans les banlieues françaises, en tout cas quand il y a eu les émeutes pour Naël notamment, qui c'est qui a sonné la fin de la récréation? C'était les gangs, c'était eux-mêmes les trafiquants de drogue pour dire maintenant ça suffit, c'est pas bon pour le business. Est-ce qu'on risque un jour quand même en Suisse d'en arriver là? C'est-à-dire qu'en fait la police, n'osant pas forcément intervenir, laisse faire finalement ceux qui dominent ces quartiers-là, à savoir peut-être les trafiquants ou autres? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des réseaux criminels qui dirigeraient le quartier de Prélat ou d'autres quartiers, à ma connaissance, en Suisse. Monsieur Chalère citait Grégoire Junot. Je pense que sur ce point, il a raison. C'est effectivement par le dialogue qu'on arrivera à quelque chose. Ce serait toutefois un peu trop simpliste de dire que la municipalité ne fait pas dans la répression. Elle a raison de le faire. Hein. On a quand même vu une démonstration de force. Il y a des grenades lacrymogènes qui ont été tirées, des balles en caoutchouc qui ont aussi été tirées. Néanmoins, aujourd'hui, la solution viendra par la désescalade. Et les seuls qui peuvent passer par la désescalade, qui peuvent en être à l'initiative, c'est l'autorité. Et je pense que c'est pour cela que le syndic de Lausanne, Grégoire Junot, a raison. Il faut maintenant qu'on arrive à recréer du lien, qu'on arrive à se reparler, qu'on arrive à se re-rencontrer. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à faire société. Il ne faut surtout pas céder à des solutions plus radicales qui pourraient être tentantes et qui pourraient être proposées par différents extrêmes, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à se réunir et c'est ça notre enjeu à Lausanne, mais partout ailleurs dans nos sociétés. Ce sera un beau mot de la fin. On va y revenir de toute façon à ces problèmes de jeunes, à ces problèmes de société, de violence. On vous remercie beaucoup pour compléter peut-être l'approche. On vous recommande encore une fois cette émission qu'on a enregistrée en juin avec Christian Baron et Alain Bauer. Franchement, ça couvrait bien toutes ces problématiques de sécurité qui ne touchent pas seulement aux jeunes et qui touchent globalement aux défis qui sont aujourd'hui offerts à nous en tant que société. Je rappelle aussi les deux derniers livres d'Alain Bauer qu'on voit passer à l'écran. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je remercie beaucoup M. Panchard, M. Hurlimann, M. Val, M. Chevalier et M. Chalère. Merci à vous de votre confiance. On se retrouve dimanche. Dimanche avec Céline Barra en grand entretien femmes seules, exceptionnellement à 20h30. Merci.